C'est un plaisir de vous accueillir ce soir à la salle polyvalente de Houle et d'avoir Jérémy qui nous fait le plaisir de faire une belle conférence sur notre commune. Donc je le remercie déjà d'avance. Je pense que ça va être très intéressant. Donc j'espère qu'on va prendre du plaisir à écouter Jérémy. Et puis je te souhaite aussi une bonne réunion. Voilà, je vais d'abord laisser. Alors, la réunion en fait ici est organisée avec les antiquaires de la Morigny. Donc je vais laisser le président des antiquaires faire une petite introduction. Et bonjour, messieurs, dames. Comme président de la Société des antiquaires de la Morigny, je remercie la commune de Houle de nous avoir prêté la salle communale pour l'exposé de monsieur Jérémy Révillon sur l'histoire de la commune de Houle. Monsieur Jérémy Révillon est membre de la Société des antiquaires de la Morigny et docteur en histoire. Voici quelques mots sur sa carrière. Entre 2005 et 2008, il poursuit des études d'histoire à l'université d'Artois et obtiendra un diplôme d'histoire de l'université de Kent en 2009. Puis un master 2 d'histoire à l'université de Rennes en 2010 viendra compléter son parcours. Enfin, il poursuit ses études historiques à l'université de Pau et Pays de la Dour entre 2012 et 2016, avec des études sur l'Afrique de l'Est et des publications sur l'Afrique des Grands Lacs, l'Afrique de l'Est et le Rwanda. Revenu dans notre région, plus froide, bon, il continue son travail d'historien sur l'Audomarois. Nombreuses conférences sur les inondations dans l'Audomarois et à Ouatt. Sortie du livre Tilk d'hier à aujourd'hui, avec plusieurs conférences, et sortie du livre Histoire de la commune de Houle en 2022. Ce dernier fait l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Je lui passe donc la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Ça va être de fermer la porte. Ça va mieux sans micro. Donc déjà, d'abord merci d'être là, d'être présent, d'être nombreux. Parce que quand on fait une recherche comme ça sur l'histoire d'un village, on attend qu'il y ait un public en face, parce que on se dit, mais parfois on se pose la question, pourquoi je fais tout ça? Je fais tout ça aussi pour des moments comme ça, pour vous voir ici tous présents, et ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc aujourd'hui, je vais vous faire l'histoire de Houle du Moyen-Âge à nos jours. Ça va, vous m'entendez bien? Oui, je pense. J'ai hésité à prendre le micro, mais bon, j'ai l'habitude d'être dans une classe. Normalement, il y a à peu près un grand nombre d'élèves comme ça, donc il faut hausser la voix aussi parfois. Donc l'idée, c'est pas forcément d'évoquer tout ce que j'ai écrit dans le livre, parce que le livre, il est assez complet. Je n'aurai pas le temps de faire tout ça en une grosse heure. Je sais qu'à 19h30, beaucoup veulent aller manger, donc ne vous inquiétez pas, je vais respecter le timing. Et donc, je vais d'abord commencer par une petite introduction très rapide. C'est juste pour rappeler que Houle a une histoire qui est encore plus ancienne. Moi, je vais commencer au Moyen-Âge aujourd'hui, mais avant ça, pendant l'Antiquité, Houle est déjà une terre de passage. On ne peut pas dire vraiment que ce soit un village au sens contemporain du terme, mais on a eu des découvertes, des fouilles qui ont été faites, notamment au XIXe siècle. Et ce qu'on retrouve par exemple au musée Semblin aujourd'hui à Saint-Omer, c'est des restes de vases gallo-romains du 1er siècle après Jésus-Christ, qui sont en très bon état d'ailleurs. Et ce sont des dons de la famille Lafoscade, qui est une grosse famille de Houle, j'en reparlerai ensuite. On a également retrouvé des sépultures gallo-romaines du 1er siècle. Donc voilà, il y a une vraie histoire avant le Moyen-Âge. Malheureusement, on a assez peu d'informations, donc je ne vais pas m'attarder aujourd'hui dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est un petit peu le nom de notre village, Houle. Il vient d'où finalement ce nom? Par rapport aux autres villages, il y a assez peu d'évolution dans le temps. À savoir que dès le départ, on a en 810, en 854, le terme de Unella
qui revient régulièrement. Alors, Villa Unella, on considère qu'en langue celte, ça veut dire marais desséché. Ce n'est pas une surprise hein, quand on regarde un petit peu l'hydrographie locale, la présence de la houle, justement. On sait que les niveaux de l'eau ont beaucoup monté sur l'Odomarois avec les transgressions marines. Donc, houle et Unella est devenu petit à petit houle. Houle, on retrouve la première fois le terme de houle en 1218. Donc, voilà, il y a vraiment une longue période. Ça a un petit peu évolué, mais bien moins que les autres communes des alentours. D'accord, c'est resté assez précis sur ce terme. Houle avant 1789. Ma première partie, je vais surtout évoquer les tensions entre les seigneurs et l'abbaye. Parce que vous allez voir que Houle, en fait, a une histoire vraiment vis-à-vis de ça. Une image qu'on retrouve dans un vieux livre de la Babso à la bibliothèque de Saint-Omer, c'est la chronique des abbés de Saint-Bertin. Elle date de 1480, cette chronique. Il y a des images à l'intérieur. Et l'une de ces images, on voit un religieux, enfin un futur religieux, parce qu'il est en train de prendre l'habit, donner l'église de Houle à l'abbaye Saint-Bertin. Une donation. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut remonter juste après l'époque de Charlemagne, 844, 852. C'est Hunrock qui se qualifie comme ça, il est le comte de Houle. Et en fait, il donne la terre, sa propre terre, son église, à l'abbaye. Les moines de Saint-Bertin vont devenir possédants de cette église de Houle et de nombreuses terres. Et vous allez voir que les moines de Saint-Bertin vont rester ici jusqu'à la Révolution. Donc ça va être une longue histoire des moines, de la présence des moines sur place. Cette propriété, elle se complète par un autre don qui date de 2 siècles plus tard, en 1075-1076. C'est le monastère qui va récupérer le moulin. Alors le moulin, c'est très important, c'est ce qui fait la richesse à l'époque hein, d'une commune. Et le moulin de Houle, où est-ce qu'il est situé? Aujourd'hui, on pourrait reconnaître un petit peu, hein, vous avez la route qui vient de Moule ici, et donc vous avez tourné ici pour repartir vers la salle, vers le terrain de l'Essor. De l'autre côté, vous partez vers la distillerie et l'église. Et donc, ici au virage, au niveau du pont, en fait, un petit pont, il y avait un moulin à eau, d'accord, un moulin à farine. Et ça, c'est très important pour la commune. Et c'est ce qui va notamment faire l'une des richesses de cette commune, de ce village de Houle. Donc, Houle récupère également un marais. Enfin, les moines de Saint-Bertin récupèrent également la possession d'un marais. C'est le Warland. D'accord ? L'ensemble du Warland devient la propriété des moines de Saint-Bertin. Donc voilà, une grosse puissance terrienne pour les moines. Cette situation elle va provoquer des tensions. Parce que tout simplement, les seigneurs locaux, petit à petit, ne sont pas tout à fait d'accord avec ces dons. Ils veulent, eux, récupérer un petit peu des terres. Et on va avoir régulièrement des accords qui vont être conclus entre des seigneurs locaux et l'abbaye de Saint-Bertin. On en a un en 1159, avec des redevances de la ferme de l'abbaye. On en a un autre en 1172, où on dit que l'abbaye, pour être exonérée à l'avenir de toute réclamation sur le Warland, justement, doit en 1172 faire un cadeau de 25 marks d'argent. En bref, on donne de l'argent, d'accord? L'abbaye donne de l'argent à des seigneurs locaux pour essayer d'empêcher ces seigneurs de récupérer des territoires. Et ça, on va le voir à de nombreuses reprises au cours de l'histoire du village de Houle. On a encore le cas en 1186, où, également cette même année, c'est la reine Mathilde, qui est la dame de Flandre. À cette époque-là, Houle fait partie du comté de Flandre, comme la zone, qui va notifier un concordat conclu entre l'abbé de Saint-Bertin et Eustache Lequien, qui est Lequien, qu'importe la prononciation, qui est également propriétaire de terres sur le territoire. Pourquoi ? C'est notamment le moulin. Le moulin d'Eustache Lequien, il en avait fait construire un deuxième à Houle. L'abbaye n'est pas d'accord. L'abbaye, elle veut garder l'exclusivité des droits sur le cours de la Houle. On va voir que ça revient très régulièrement, et surtout pas la construction d'un deuxième moulin. Et de ce fait, ce seigneur local va dire que ni lui, ni ses successeurs ou héritiers ne pourront avoir de moulin à Houle. Donc voilà, on est un peu sur une lutte d'influence entre les seigneurs locaux qui, bon, on est au début on est en sang, du sang, on est sur une période où les seigneurs sont moins puissants que les religieux, et les religieux dominent clairement les seigneurs à ces propos. J'avance un petit peu dans le temps.
2 siècles plus tard, 1386, à nouveau, il y a un seigneur qui s'appelle Jean de Niel. Vous allez voir, je vais en parler un petit peu de Jean de Niel. Il a construit un petit barrage de pêche dans la rivière. La rivière va tout simplement la houle. Et les abbés de Saint-Bertin ne sont pas d'accord. Pour eux, ils considèrent que ce sont eux les propriétaires de la houle, du cours de la houle. Du coup, ils vont faire détruire ce barrage. Jean de Niel est un seigneur, vous allez voir, avec un gros caractère. Qu'est-ce qu'il fait quelques semaines plus tard? Il arrive avec des complices, il incendie le moulin des abbés de Saint-Bertin. Dans les termes, avaient démoli et abattu leur moulin de houle de nuit et à effort d'armes, en grand scandale et en insultant les religieux et leurs églises. Scandale dans la paroisse, d'accord? Scandale à houle, on a incendié le moulin. Les religieux de l'abbaye de Saint-Bertin ont un gros pouvoir, ont une grande influence. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme aujourd'hui, si quelqu'un vient incendier votre maison, ils vont aller en justice. D'accord? Et le procès va se terminer quelques mois plus tard. C'est une sentence du duc de Bourgogne, parce qu'à ce moment-là, Houle fait partie du duché de Bourgogne. Et on dit tout simplement quoi? Le moulin doit être reconstruit. Reconstruit par qui? Aux frais des délinquants, qui doivent en plus payer une amende dans l'église du monastère. Et Jean de Niel va faire ça nu-pied, à genoux, sur le pavé. Sanction exemplaire. D'accord? Cette tension avec Jean de Niel, elle va durer d'ailleurs dans le temps, parce que encore 30-40 ans plus tard, il y aura toujours des tensions et ils iront souvent en justice. Jean de Niel, c'est un personnage intéressant parce que c'est l'un des grands seigneurs du village de Houle. Et Jean de Niel, il a une longue carrière. À savoir qu'il a été avocat au Parlement, chevalier, conseiller. Il va gravir les échelons et en 1405, il a ses entrées au Conseil du roi de France. Officiellement, il rentre en 1409. C'est lui qui va faire construire le château d'Aulin, qui existe encore de nos jours, par exemple. Ensuite, il va devenir chancelier d'Aquitaine. Donc là, on est vraiment une carrière politique très importante. Il joue un rôle assez trouble pendant la guerre de 100 ans. Toujours notre seigneur de Houle, d'accord? Pendant la guerre de 100 ans, parce qu'il est signalé au roi de France par le duc d'Orléans comme l'un des coupables de la mort du père de celui-ci. En 1413, notre Jean de Niel est en train d'insulter le chancelier du roi de France en plein conseil royal. Je vous dis qu'il a du caractère, on le retrouve encore dans les documents aujourd'hui, d'accord? 600 ans plus tard, on se souvient que Jean de Niel insultait un conseiller pendant une séance du conseil royal. Donc voilà, le seigneur de Houle, qui, pour le coup, est bien moins souvent à Houle ensuite, forcément, il a pris du galon, il a une carrière au niveau national, et donc c'est qui gère les terres, il s'appelle Jean de Vinck, c'est son bailli, d'accord? C'est ici le quartier du Vinck, d'accord? Donc on retrouve des noms de l'époque aujourd'hui dans la toponymie. Alors c'est toujours qui a donné son nom à quoi, ça c'est un grand dilemme. Les seigneurs de Houle, je me suis amusé à l'époque parce que j'essayais de comprendre comment le pouvoir, comment ça se transmettait. Donc on retrouve des familles, c'est la famille de Niel, ensuite on a la famille de Berg, la famille de Vroland, puis ensuite on arrive aux familles de Créqui. C'est ces gens-là qui se succèdent à la seigneurie de Houle, aussi des seigneurs de Moule, souvent les deux sont liés. Si zoom sur la famille de Vroland, parce que vous regardez le blason de la famille de Vroland, vous regardez le blason aujourd'hui qui est affiché pour la commune de Houle, d'accord? Le conseil départemental, quand il a imaginé un blason pour la commune, c'est pas très vieux tout ça, s'est dit on va prendre le blason d'une seigneurie, d'un seigneur de l'époque de Houle, et donc ils ont choisi l'époque de la famille de Vroland. Donc c'est pour ça que vous retrouvez aujourd'hui ce blason sur quelques bâtiments publics, d'accord? Ensuite, un autre seigneur, là j'avance un petit peu dans le temps, d'accord? On arrive à l'époque de fin Louis XIV, début Louis XV, avec Christophe Louis de Croix de Beaufort. Il est seigneur de Moule, il est seigneur de Houle, mais il est aussi capitaine de la 2e compagnie des mousquetaires du roi Louis XV, en service au château de Versailles pendant 5 ans. Donc voilà, on a un autre seigneur de Houle qui fait une carrière plutôt militaire, là, cette fois, à l'échelle nationale. Donc c'est juste pour vous montrer que être seigneur de Houle, c'est pas un petit quelque chose, d'accord? On peut avoir, à la suite de ça, d'autres fonctions. Alors c'est souvent la famille de Beaufort, notamment, a beaucoup d'autres seigneuries. Houle, ça en fait seulement partie, c'est une petite partie. C'est juste pour vous montrer ceci.
Ça va jusque-là? Vous me suivez bien? Vous m'entendez bien? Ça va? Tout le monde fait oui de la tête? Personne ne dort encore? C'est bon, je peux continuer. Cool. Et aussi le témoin des guerres qui vont perturber notre territoire pendant des siècles et des siècles. Ça commence surtout avec la guerre de 100 ans, d'accord, avec les Anglais qui ont une possession sur la ville de Calais. Et quand ils sortent de Calais, ils vont tout droit vers Saint-Omer et puis ils vont razzier tout ce qui se trouve au milieu. Forcément, le village est concerné. Donc on va retrouver régulièrement des tensions entre les Anglais et les habitants ici. On voit notamment à la veille de la bataille d'Azincourt, l'armée anglaise qui sème la dévastation dans les environs de Saint-Omer. Et on dit que Hull a trouvé le moyen de se libérer au prix d'une forte somme d'argent. Qui paye cette somme? En fait, c'est les moines de l'abbaye Saint-Bertin, parce que c'est eux qui possèdent une grande partie du territoire. Et pour éviter qu'on incendie leurs fermes, l'église, etc., on va payer quelque chose. Okay, et ça se reproduit à plusieurs reprises. Une autre guerre, c'est en 1477. On avance un peu dans le temps. Cette fois, notre territoire fait partie de la Bourgogne. Et la Bourgogne et la France sont en conflit. Qu'est-ce qui se passe? Le village, une partie de l'église, sont brûlés par les troupes françaises. C'est les troupes de Louis XI. On va brûler une partie du village, d'accord? Et d'ailleurs, l'année suivante, on le retrouve dans les contes de l'abbaye Saint-Bertin. Il y a des bons documents qui existent encore de cette époque, où on dit qu'à Hull, la terre n'a point été labourée pour le danger des ennemis. Les ennemis, c'est qui à cette époque-là? C'est les Français. D'accord? C'est comme ça qu'on voit à cette époque-là les Français. Un peu plus tard, Hull, comme Saint-Omer, comme une grande partie du territoire, font partie des Pays-Bas espagnols. Donc, je rappelle, on a été flamand, on a fait partie du territoire bourguignon, maintenant on est espagnol, donc il y a vraiment une succession de pouvoirs qui se succèdent. Et donc, après un jeu de succession, les guerres avec la France rythment le XVIe et le XVIIe siècle. Et donc, on va voir les Français qui reviennent à nouveau sur le territoire en 1522. Ils vont saccager le village. L'année suivante, on dit d'ailleurs que plusieurs censiers n'ont pu labourer ni despouiller, obstant les guerres, donc les guerres faisant obstacle, d'accord, à la culture de la terre. 1552, les Français reviennent, donc 30 ans plus tard. Ils incendient une nouvelle fois l'église. Voilà, on a le symbole, un des symboles du pouvoir ici, c'est notamment l'église. Et donc on l'incendie, ils prennent les grains, ils prennent les bêtes. Donc forcément, la population à l'époque, elle est très peu nombreuse sur le village, et dès qu'on sait qu'il y a la guerre, on va se réfugier à Saint-Omer, d'accord? Parce que Saint-Omer, c'est la place forte. Il y a des murailles, on peut se protéger. À Hull, on ne peut pas se protéger, d'accord? Un petit peu dans l'église. Vous voyez que l'église, souvent, elle a un mauvais sort ensuite. 30 ans plus tard, à nouveau 3 décennies plus tard, fait de guerre à l'abbaye de Saint-Bertin, on les évoque, notamment les biens situés à Assingan et à Hull. Donc on est en plein sur le territoire. Et puis la dernière fois, en 1644, donc vous voyez, pendant plus d'un siècle, régulièrement les troupes reviennent. Et là, cette fois, on apprend qu'il y a un fait de guerre. Il y a le maréchal de Gassion, qui est un maréchal français, qui va se rendre maître d'un poste considérable d'Espagnols établi sur le territoire de Hull. Donc il y a un fait de guerre ici, les Français font prisonnier des Espagnols sur notre territoire. Et finalement, après tous ces conflits, l'Audomarois et Hull deviennent français, mais finalement c'est assez tardif, d'accord, notre territoire, c'est le traité de Nimègue, c'est 1678, d'accord, donc c'est pas vieux sur une échelle historique. Pour nous, à notre échelle de vie, c'est forcément un petit peu plus ancien. Donc, voilà, on a une histoire avec beaucoup de tensions entre les seigneurs et l'abbaye et beaucoup de guerres, d'accord. C'est une histoire qui est violente, d'accord, sur notre territoire assez régulièrement. J'avance un petit peu. L'Église, parce que l'Église, c'est un pouvoir, c'est un petit peu un État dans l'État à cette époque-là, et je mets une puissance en déclin. Parce que tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé en 1789? La Révolution, d'accord? Et forcément, ça a un impact sur l'Église. On connaît un petit peu ici la grande propriété pour les moines de Saint-Bertin, c'est la ferme des moines. Aujourd'hui, certains connaissent un petit peu le rallye d'Artois qui est là-bas, là. On le voit. Et puis, vous avez cette magnifique grange, il y a quelqu'un qui l'adore ici, qui existait, qui faisait partie de cette grande ferme des moines de Saint-Bertin. Cette ferme des moines, elle faisait plus de 100 hectares. Le village, aujourd'hui, on considère 650 hectares à peu près. Donc là, 100 hectares, on est sur une grosse surface, d'accord?
Ce n'est pas leur seule possession. On retrouve encore de la présence des moines de Saint-Bertin dans certains jardins, d'accord, la fameuse porte des moines, le puits, d'accord. On a du mal parfois à connaître l'histoire de ces bâtiments, mais on voit la présence, d'accord. Il y a une forte présence sur place des moines de Saint-Bertin. Juste à titre informatif, à l'époque, juste avant la Révolution, le Warlan, on considère qu'il fait 248 mesures. Il y en a 247 qui appartiennent à l'abbaye de Saint-Bertin. D'accord ? Donc c'est vraiment une très forte présence sur le territoire, une omniprésence sur le territoire. Et à la Révolution, qu'est-ce qui va se passer ? L'abbaye va perdre toutes ses possessions. Donc on sait qu'il y a la suppression de la dîme, donc c'était une taxe que les habitants devaient payer. En 1790, il y a la constitution civile du clergé. Les curés sont obligés de prêter serment sur la constitution civile, donc prêter serment en fait auprès de l'État. Et ça, le curé de Houle, il n'est pas tout à fait d'accord. Il s'appelle Pascal François Houivin, et pour lui, il refuse. Il fait partie de ces prêtres qui vont refuser de jurer. Il va être mis en état d'arrestation à la fin du mois de juin, début du mois de juillet 1991. Son mobilier est confisqué par les administrateurs du district. Et pour Houle, les conséquences vont être très importante parce qu'en 1791, on va rattacher la paroisse de Houle à celle de Moule. D'accord ? Au lieu d'avoir deux paroisses distinctes, les deux vont être unies, mais en fait, celle qui reste, essentiellement, c'est celle de Moule. D'accord ? Donc celle de Houle a tendance un peu à disparaître, il y a un tout petit peu de messe, mais très peu. Par contre, le nouveau curé, il est établi à Moule, et il tient d'ailleurs un registre des naissances, des mariages et des décès, un seul registre pour les deux villages. On a une sorte de fusion qui est très mal vécue d'ailleurs par les habitants à l'époque. J'en reparlerai juste après. Autre chose, forcément les cultes ils vont s'arrêter, l'église elle est fermée. En 1793, on va vendre les autels, les deux confessionnaux, la chaire, les bancs, les chaises. On va même vendre l'église, tout simplement. Et elle va être rachetée par deux familles plutôt riches de l'époque, c'est la Armoriel et Jacques de Coq. Je vais reparler beaucoup de la famille de Coq ensuite. Ils vont l'acheter en 1792 pour une forte somme, 7400 livres, c'est vraiment une grosse somme à l'époque. Et cette église, ensuite, elle va être utilisée comme une réserve de céréales. D'accord ? Donc, selon les communes, on est utilisé de manière différente. Là, à Houle, c'est une réserve de céréales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de religion, plus d'actes de religieux dans la commune. Il y a à cette époque ce qu'on appelle le culte caché, qui est très présent dans les campagnes notamment. Et on sait qu'ici, à Houle, il y a des anciens de Notre-Dame de Kercan, le père Barnabé, etc., qui célébraient les saints mystères chez Madame Vidin ou Monsieur Gogibus, ou encore chez Jacques de Coq, à la ferme Courtois. Donc on retrouve les noms des familles qui accueillaient ces religieux, d'accord, pour pratiquer encore parfois la communion, d'accord, parfois l'extrême onction, etc. Donc ça se retrouve. Après la période napoléonienne, donc l'église de Houle, elle est toujours considérée comme annexe à celle de Moule. Et en fait, il va falloir attendre une grande génération, quasiment un peu plus de 3 décennies, 1828, pour voir à nouveau les deux paroisses séparées. Houle va retrouver son église, dans un triste état, vous allez voir, et va avoir à nouveau un prêtre, un religieux, un curé qui sera présent. Donc l'église, justement, il y a Monseigneur Leroy, qui est un grand personnage religieux à Houle. Sa tombe, elle est encore présente dans le cimetière, elle est assez impressionnante. Et qu'est-ce qu'il dit à cette époque-là, quand il retrouve son église ? Le temple du Seigneur, après la tourmente révolutionnaire, offrait plutôt l'aspect d'une grange que d'une maison de prière. Des murs salpêtrés, verdâtres, des fenêtres dont les panneaux défoncés laissaient passer le vent et la pluie, un pavé en carreau rouge usé, avec des trous çà et là, un lambris bleu pourri servant de plafond, 4 énormes poutres en bois traversant la nef, le dessus de la tour transformé en remise pour retirer les vieux objets, une vaste porte latérale par laquelle les tourbillons de vent s'engouffraient dans l'intérieur, et le bruit du dehors pénétrait jusqu'au sanctuaire et troublait le recueillement des fidèles. Voilà, une situation qui est très compliquée pour les églises à cette époque. Il n'y a pas que l'église de Houle, l'église de Tille qui est dans un même état, d'accord ? Et en fait, le 19e siècle, ça va être un gros siècle de travaux pour l'église. Je sais qu'il y a encore des travaux régulièrement pour l'église de nos jours, mais à ce moment-là, ils sont clairement indispensables. Et on va voir, notamment dans les décisions du conseil municipal, beaucoup de dépenses en fait en lien avec la restauration de l'église. Autre
Justement, les travaux 1848-1846, on reconnaît très bien, d'accord, l'église de nos jours, d'accord, ça a assez peu changé, avec notamment les travaux qui ont été faits sur les toits de l'église en 1846. Il y a encore des documents qui traînent ça et là, donc parfois aux archives municipales, parfois aux archives départementales. Il y en a également à la bibliothèque de Saint-Omer, donc ça fait partie notamment du fond de la bibliothèque de Saint-Omer. Autre chose, là, j'ai envie de dire presque le gros déclin de l'Église, il apparaît aussi au moment de la loi de séparation des Églises et de l'État. On est en 1905, où en fait ça va changer pas mal de choses, parce qu'on considère que toutes les dépenses relatives à l'exercice des cultes sont supprimées du budget des communes. Alors, la municipalité en tout cas va utiliser un paragraphe d'un article pour essayer de continuer à payer un petit peu le curé. Alors, vous allez voir, hein, c'est l'abbé Tétard. On retient bien son nom. Hein. Il a 150 francs en 1906 et 1907. Et après, on dit qu'il n'aura plus que les 2/3 de la somme, puis ensuite la moitié en 1910-1911 et seulement le tiers en 1912-1913. On essaie que ce soit dégressif parce que tout simplement, pour cet abbé, c'était ses revenus, une grande partie de ses revenus. Autre chose, on propose au curé de continuer à occuper gratuitement le presbytère de la commune. Là, le préfet n'est pas tout à fait d'accord. Il dit non, ça c'est pas autorisé. Vous pouvez faire un bail de 18 ans au maximum, ce qui en soi est une belle durée, mais il faut un prix de loyer égal à la moitié au minimum de la valeur locative de l'immeuble. Il y a des grands débats au sein du conseil municipal. Le conseil municipal il dit non, on va faire comme ça. Le préfet dit non, c'est pas possible. Et à nouveau, on va avoir un échange. Il va y avoir 3 échanges comme ça, et le conseil municipal va être obligé de céder. En 1906, l'année suivante, il y a l'inventaire des biens. Alors l'inventaire des biens de l'église, ça c'est très tendu à Hull. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que les officiers civils républicains entrent dans les églises pour regarder ce qu'il y a. Et qu'est-ce qui se passe? C'est notamment le curé Paul Bélanger, l'industriel Paquet, on va en reparler la malterie ensuite, qui refuse l'entrée du percepteur dans l'église. Des insultes fusent entre les habitants. Le maire, et Paul Lafoscade à cette époque-là, j'en reparlerai tout à l'heure, dit au commissaire de police de Saint-Omer, il envoie des informations, il dit depuis 15 jours, on ne dit plus de messe à Hull. 8 ouvriers sont payés 3 francs par jour pour être enfermés dans l'église jour et nuit. On leur passerait à manger par un vasistas car toutes les portes sont blindées. En fait, tout simplement, on essaie de garder l'église, d'empêcher le percepteur de rentrer. Alors, le commissaire de Saint-Omer, lui, va écrire au préfet. Il va expliquer que les ouvriers sont plus de 100. Ils sont surexcités par leur patron. Le patron, c'est notamment l'industriel Paquet. L'église est solidement barricadée. L'opération ne se fera pas sans grande difficulté. Je redoute de graves incidents si les forces sont insuffisantes. Comment on va faire finalement comment on va faire l'État pour entrer dans l'église de Hull? En fait, ils vont attendre un enterrement. Il y a un enterrement, du coup, l'église elle est ouverte, une troupe de gendarmes se présente dans le village au petit matin, et on va réussir à faire l'inventaire. Il y a des petites tensions parfois sur certains villages, mais à Hull, c'est vraiment exacerbé. D'accord? Il y a des gros caractères à Hull, apparemment. Et donc, depuis 1945, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on voit une érosion de la pratique. Alors ça, c'est partout pareil en France. À Hull, à nouveau, les conséquences sont importantes, parce que dès 1960, il y a un rattachement de la paroisse de Hull à celle de Moule. On va avoir plus qu'un seul curé. Et en fait, le départ de l'abbé Cuvelier fait que même le presbytère, il va être loué dès 1960. Donc, très rapidement, à Hull, on perd notre curé. Je ne sais pas comment l'abbé Cuvelier, mais voilà, le curé de la paroisse. Néanmoins, certains ont quand même quelques souvenirs, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est le temps des processions. Voilà, on fait beaucoup de processions, on inaugure des calvaires, donc il reste quand même une pratique, une ferveur importante. Et il y a quelques curés ici qui ont laissé des traces. Je pense à l'abbé Carré par exemple, l'abbé Berthe qui est arrivé un petit peu après. Donc voilà, on est sur une puissance en déclin, mais il y a quand même une présence religieuse qui continue jusqu'à nos jours, mais qui n'est plus du tout celle de l'époque de l'abbaye de Saint-Bertin. D'accord, forcément, il y a eu de très grands changements. Troisième partie, les 2 coqs au Lafoscade. Alors là, je vais changer un petit peu de thématique. Je vais changer de côté pour enchaîner cette partie. Je vais me mettre juste derrière Brian pour voir qu'il ne dort pas. Tout va bien. Donc des 2 coqs au Lafoscade.
Là, je vais parler de deux grandes familles, sans doute les deux plus grandes familles qui ont marqué le village. Ça se voit notamment au niveau de la mairie, parce que les de Coq, il y en a 4 qui se sont succédés à la mairie, donc entre 1820 et 1874, pendant 55 ans, le maire est un de Coq, c'est automatique. Vous allez voir que c'est vraiment automatique. Et ensuite, la famille Lafoscade, qui va rester un peu plus de 30 années, notamment Paul Lafoscade, qui est un personnage très intéressant, j'en reparlerai. Puissance politique, parce que puissance économique. Comme les religieux de Saint-Bertin, alors pour le coup, cette puissance économique, elle date d'avant la Révolution. Les religieux de Saint-Bertin, ils avaient une très grande surface, une très grosse superficie à travailler sur place, ici. Ils ne venaient pas à Oul tous les jours, d'accord ? Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont un petit peu sous-traité, d'accord, sur ces possessions, avec la famille de Lattre, puis avec un monsieur qu'on appelle Eustache de Coq, qui est né vers 1630, qui va devenir greffier de la terre de la seigneurie comme messieurs de Saint-Bertin à Oul, en sa qualité de veuve d'Isabelle de Lattre. En 1630, on a l'arrivée de la famille de Coq à Oul. Et c'est une présence qui va durer plus de 2 siècles. En fait, la famille de Coq, ce seront les baillis de Oul. Ce sont eux qui vont être, on a dit parfois, qui sont déclarés fermiers de Saint-Bertin. En 1755, on a à nouveau un Nicolas de Coq qui est bailli des messieurs de Saint-Bertin. Donc ça dure dans le temps. Ils vont gérer les possessions de l'abbaye de Saint-Bertin à Oul. Cette puissance économique relative va être renforcée par une prise une indépendance qui va être prise par la famille de Coq, à savoir qu'ils vont vouloir, eux, de leur côté, se lancer dans la Marne, les marnières à Oul, au lieu, d'accord, Oul, Moule, etc. Un gros territoire de la Marne, ici. Et la Marne, c'est justement la famille de Coq qui en est l'un des grands acteurs dès la décennie 1720-1730. En 1760, Albert de Coq va acheter un terrain au bord de la Houle, qu'on voit ici, le bord de la Houle, et il va construire 2 fours à chaud, d'accord, pour essayer de valoriser un petit peu cette culture. Donc on les retrouve ici, ces 2 fours à chaud qui sont présents sur le cadastre. Titre informatif, ici, c'est la grande ferme, c'est la ferme historique des moines de Saint-Bertin. Vous avez l'église ici, qui est juste à côté. Sauf que le curé et l'abbaye ne sont pas tout à fait d'accord avec ces fours à chaud. Ils disent non, mais c'est trop près des bâtiments, c'est trop près de l'église, ça peut incendier l'église. Peut-être que les religieux ont été un peu traumatisés par les incendies d'église avec les troupes au fur et à mesure. Et donc du coup, il va falloir 7 ans de procès, justice un petit peu longue à l'époque, c'était déjà le cas, pour arriver à un jugement définitif. C'est un arrêt du Parlement de Paris qui autorise en 1767 Albert de Coq à continuer de mettre le feu à ses fours à chaud et fait défense à l'abbaye de Saint-Bertin et au curé de Houle de le troubler à l'avenir sur ce sujet. Voilà. Jugement qui est catégorique. La famille de Coq est assez appréciée. Il y a une sorte d'enquête du voisinage, un peu une enquête publique, comme on ferait aujourd'hui, pour savoir ce qu'en pense la population. Et la population, elle encourage plutôt la famille de Coq, qui fait travailler beaucoup d'habitants sur le territoire, notamment du fait de la navigation, les bateliers. Beaucoup de bateliers à Houle à cette époque. Et donc, quand arrive la Révolution, l'abbaye va être obligée de vendre, en tout cas, on va saisir ces biens. Ces biens vont être d'abord achetés par quelqu'un de Paris qui s'appelle Louis-Michel de Marconnet. Et en 1809, il va vendre la ferme appelée le Château d'Oule, la maison et autres édifices, pâtures, prés, marais, champs, terre à labour, un moulin à eau, le fameux moulin, d'accord, pour moudre le grain, sur 186 hectares, 440 mesures, à la famille de Coq. La famille de Coq prend possession en 1809-1810 d'un tiers du village. C'est un tiers de la propriété du village. D'accord ? Pour ça, il fallait forcément avoir déjà de gros moyens. Elle s'était enrichie avant la Révolution, d'accord ? Et la Révolution, apparemment, ne lui a pas fait perdre vraiment sa valeur, sa richesse. Et cette richesse, elle dure toute la première moitié du 19e siècle. Il y a encore 120 hectares qui sont la possession de chrétiens de Coq à son décès. Voilà, on a la grande famille entre 1800 et 1860, c'est la famille de Coq. La famille de Coq, elle va se lancer dans d'autres productions. Par exemple, une fabrique de sucre. Donc en 1835, on veut mettre en place une fabrique de sucre. C'est à l'endroit de l'ancienne malterie. On va voir que ça va devenir ensuite la malterie.
Et juste à côté, d'ailleurs, on peut voir un peu les territoires. Hein. Ici, ça appartient à la famille de Koch, ici à la famille de Koch, ici à la famille de Koch, ici à la famille de Koch. On n'est pas très embêté pour faire le cadastre à l'époque, en tout cas la matrice cadastrale, ça va assez vite. Autre chose, les frères de Koch, ils vont aussi se lancer dans l'alcool. Là, on va voir que c'est une grosse histoire aussi à Hull, l'alcool. Donc il y a deux dates qui évoquent la fondation de la distillerie de Genièvre. Source orale, on dit que c'est en 1812. Officiellement, dans les documents qu'on retrouve aux archives départementales, c'est 1816. Et en 1817, on reçoit l'autorisation du préfet. On convertit une brasserie en distillerie de Genièvre. Et à partir de 1820, Louis-Albert de Koch va être recensé distillateur. Donc, on exploite la marne, on exploite le sucre, la fabrique de sucre. On a de grandes possessions terriennes, d'accord, beaucoup de cultures, des animaux et la distillerie. Vraie puissance économique. Donc cette distillerie, c'est pas la même position qu'aujourd'hui, d'accord. La distillerie, elle a bien changé parce que ici, là, vous avez la route de Moule, d'accord. Ici, vous avez le bâtiment, certains appellent encore la ferme Bayard, d'accord. Et avant ça, sur la gauche, il y avait la distillerie, d'accord. L'ancienne distillerie, en fait, elle était sur votre gauche. Cette puissance économique se traduit politiquement. La famille de Koch est très rapidement présente au niveau politique sur le territoire. Quand on fait la convocation des États généraux qui entraînent l'élection des députés du tiers-État au moment de la Révolution française, on retrouve un monsieur de Koch de Hull parmi les 62 députés du tiers-État du bailliage de Saint-Omer. Voilà, cette puissance économique, on la retrouve au niveau politique. Forcément, Louis de Koch, il est au conseil municipal dès 1810, on le retrouve en 1820. Et puis, succession de maires de la famille de Koch. En fait, en 1820, 1830, 1850, c'est trois frères qui vont succéder, Albert, Louis et Chrétien de Koch. Là où c'est intéressant, c'est que Chrétien de Koch, il devient président du conseil d'arrondissement de Saint-Omer. C'est un petit peu l'ancêtre de la Capso, Cazot peut-être plus, sorte d'ancêtre. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est au moment du décès de Chrétien de Koch. Il meurt en 1858. Sauf que là, il n'y a plus de Koch sous la main à Hull. Comment on peut faire? On va aller le chercher plus loin. On va aller chercher le maire d'Eperlec, qui s'appelle Albert de Koch, qui est de la même famille, c'est un neveu, et on va le nommer maire de la commune de Hull. C'est presque invraisemblable à cette époque-là de ne pas avoir un maire qui s'appelle de Koch à Hull. Au point où on va aller le chercher dans l'autre commune. Et donc celui qui va le remplacer, le premier adjoint de Hull, du coup, va devenir maire d'Eperlec. Des petits changements comme ça assez particuliers à cette époque. À la mort de Chrétien de Koch, il y a un basculement vers une autre famille. C'est la famille Lafoscade. La famille Lafoscade, en fait, elle va se retrouver à la tête de la fabrique de sucre, de la ferme, du centre du village, de l'accès à la houle, etc., de la possession des marnières. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle va renchérir une surenchère qui avait été gagnée par la famille de Grave, grosse famille de Moule, la famille de Grave, Bélanger, etc., certains les connaissent. En fait, Louis Lafoscade, il est officiellement propriétaire que d'un quart de ce qu'il achète. Il achète surtout ça pour la fabrique de sucre. Ce n'est pas un bon investissement. Le sucre, on va voir que régulièrement, les sucreries dans le Domarois, ça va assez vite décliner. Par contre, il va avoir l'accès à la houle, et ça, il va être capable de très bien l'utiliser, Louis Lafoscade. Pourquoi? Parce que sa marne, il va la descendre depuis les marnières avec un petit chemin de fer, des guillemets, d'accord. Il y a des rails qui sont installés. Là, vous retrouvez, on est juste devant, on est juste devant la salle, d'accord. Ici, là, vous avez de la Marne. Vous avez un cheval, d'ailleurs, qui descendait la Marne et qui remontait à vide, d'accord, pour aller rechercher de la Marne, les bateliers. On a tout un commerce, en fait, qui se met en place. Et la Marne, ça rapporte au 19e siècle. C'est ce qui fait une partie de la richesse de la famille Lafoscade. C'est la famille Lafoscade, en fait, qui va mettre en place ces rails qui vont être utilisés par les autres propriétaires de marne du coin. Paul Lafoscade, je vous le montre ici parce que c'est un grand personnage. Il a une ferme incroyable, immense. Savoir que pour l'époque, il a 10 chevaux, 12 cochons, 100 poules, 30 vaches, 53 génisses, 30 canards, 200 pigeons, 200 brebis. Il a 16 hectares de blé, 14 hectares d'avoine, de la betterave, de la chicorée, du lin, du seigle. Très diversifié. Il entrerait parfaitement aujourd'hui dans la PAC. On a du trèfle violet, on a des cressonnières, on a des prairies naturelles. Il a une laiterie, il produit 48 kg de beurre par semaine.
Il a une boulangerie, une sécherie de chicorée. Il va même faire du fromage à une époque. Ce monsieur-là, il a laissé une sorte de testament, en tout cas un document, une note sur mes nombreuses entreprises. C'est un document qui fait une 50aine de pages, très bien écrit, où il raconte en fait son histoire, d'accord, l'histoire de sa ferme, l'histoire de sa distillerie, l'histoire de ses propriétés. Et clairement, c'est un document incroyable qui est aux antiquaires de la Mauritanie pour le coup et qui est vraiment chouette. Le rendement moyen, parce qu'il y a peut-être des anciens agriculteurs ici, à cette époque-là, on n'est pas tout à fait dans les rendements d'aujourd'hui. On a 35 tonnes pour 1 hectare de betterave sucrière, 25-30 tonnes l'hectare pour la chicorée, au tabaga un petit peu plus, 25 tonnes l'hectare pour les pommes de terre, 42 quintaux pour le blé en 1919, ce qui en soi est un très beau chiffre pour cette époque-là. C'est sa meilleure année. Quand Paul Lafoscade il raconte les choses, il prend plutôt ses meilleures années, mais quand même. Et aux vaches, les vaches produisent 8 litres par jour. Bon, aujourd'hui c'est peut-être un petit peu faible. La distillerie, ça sera un petit peu son dada, c'est un petit peu ce qu'il préfère. On sent qu'il est très attaché à sa distillerie à l'époque, donc oui, on a une belle photo de cette époque de la distillerie. Cette distillerie, en fait, il va faire un choix, Paul Lafoscade, c'est de miser sur la qualité. Il va choisir la qualité, à savoir qu'il va participer régulièrement à des salons pour montrer son produit, pour vendre son produit. Il va aller même jusqu'à l'exposition universelle de Paris. Et il va gagner des médailles. Et ces médailles, elles sont présentes dans toutes ses publicités. Il fait énormément de publicités dans la presse locale et son Genièvre Lafoscade va être assez bien vendu jusqu'à la fin du 19e siècle, au début, jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est ce qui fait aussi partie de sa richesse. Intéressant de voir le logo, Genièvre de Houle avec les 2 coqs. Ah oui, parce que anciennement, c'était la famille de Coq qui était la propriétaire de cette distillerie. Astucieux, n'est-ce pas? Après la Première Guerre mondiale, on retrouve encore un tout petit peu de pub. Là, j'en ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, en 1921. On dit qu'il était si favorablement apprécié avant-guerre. Par contre, il faut faire les commandes dans le plus bref délai possible, livré sous acquis blanc, ayant été limité par l'État, la production. D'accord? Et à partir de là, pour la distillerie, ce sera un peu plus compliqué. En tout cas, on sera plus sur le faste qu'a connu Paul Lafoscade à la fin du 19e siècle. Donc on retrouve des pubs un petit peu dans l'entre-deux-guerres et des très jolies publicités de Lafoscade et cette bouteille que les habitants de Houle ont sans doute très bien connue. Paul Lafoscade, son pouvoir économique, il le transforme aussi en pouvoir politique. C'est exactement la même chose que la famille de Coq. Il a 6 mandats de maire, d'accord? Donc là, on est vraiment sur une vraie belle longévité. Il est élu au conseil d'arrondissement dès 1889, il va rester pendant plusieurs décennies. Il va être élu conseiller général en 1901, 1907, 1913. Il n'y a personne qui se présente contre lui. Donc, juste pour vous montrer un petit peu l'aura qu'il avait, on n'ose même pas trop se présenter contre lui parce qu'on sait qu'on va perdre. D'accord? Pourtant, on a une époque où la politique est quand même assez rythmée. Et là, clairement, on le voit ici avec ses avis de conseillers généraux, justement. Il a un pouvoir économique, un pouvoir politique. Il a été fondateur, président du syndicat agricole de l'arrondissement, président de la société d'agriculture, vice-président de la chambre de commerce. Bref, il a vraiment un pouvoir important au niveau politique, au niveau économique. C'est vraiment un grand personnage de l'époque, même pour Saint-Omer, même pour l'Audomarois, de manière générale. Maintenant, la Houle, c'est pas seulement la famille Lafoscade, c'est pas seulement la famille de Coq. La majorité de la population, c'est des petits agriculteurs. On n'a pas des hectares et des hectares de culture. On est aussi souvent soit ouvrier agricole, soit ouvrier tout court. D'accord? Ouvrier dans l'industrie. Et ça, c'est une grande spécificité du village de Houle. On a une culture ouvrière qui est très importante. On a des grandes industries à Houle qu'on ne retrouve pas forcément sur les petits villages du coin. Même Éperlec, on n'a pas ce type d'industrie qu'on a eu avant. D'accord? Comparaison qu'on pourrait faire, peut-être, c'est Watt, en fait, qui est vraiment la grosse un peu l'usine du coin, mais Houle a vraiment une forte présence industrielle. Qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, je vous ai mis une carte vue du ciel. Alors, on est dans les années 60, et dans les années 60, quand on regarde, ici vous avez le franco-russe, anciennement, d'accord? Donc ici vous avez la route nationale, et de ce côté-là, vous avez les marnières. Et vous avez tous les trous des marnières. Vous les voyez là, tous ces petits trous là? Il y en a énormément. L'une des grandes richesses de la commune, je vous l'ai dit, c'est la Marne. Et ça va durer jusqu'à
c'est une période assez récente, d'accord. La culture, enfin l'extraction de la marne et aussi un petit peu plus tard l'extraction de la craie. On est sur une zone qui est crayeuse et on retrouve jusque dans les années 60-70 sur les documents. Alors l'extraction de la marne, de la craie, ça donne des images assez spectaculaires. On va voir des photos de cette époque-là, d'accord, on va chercher, vous voyez un petit peu les conditions de sécurité ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, d'accord, mais on a des photos assez impressionnantes. Il y a régulièrement des accidents, il y a régulièrement beaucoup d'accidents dans l'industrie locale malheureusement, mais on retrouve des très beaux documents de cette époque-là, d'accord, notamment des années 50-60 au niveau des photos pour la Marne et la Craie. Ça se retrouve ici, au niveau de la place de Houle. Alors la place avec des guillemets, mais on est en face de l'actuelle mairie aujourd'hui. On a le port de Houle. Parce que Houle, c'est un port important, justement parce qu'on va amener la Marne très loin, d'accord, en Belgique, jusqu'aux Pays-Bas, d'accord. Et donc on voit les péniches, la bascule, et ici, je vais changer d'angle, vous allez en voir une deuxième, toute la Marne, d'accord, tout carré ici qu'on retrouve, assez spectaculaire. Des montagnes, vraiment des montagnes sur la place. On a des photos encore en meilleur état. Là, on est en 1938, d'accord. Là, on a envoyé jusqu'aux États-Unis, d'accord, la production du village. 1938, là, on est justement en partance pour les États-Unis. En 1939, Jules Houssin, famille Houssin, importante aussi parce que c'est elle qui m'a fourni ces photos, elle va construire une fabrique de blanc de craie. Petit blanc. Petit blanc, on a parlé en long, en large, au travers, tout le monde s'en souvient d'en avoir eu chez soi. D'accord, on devait nettoyer constamment parce que, vous voyez un peu de fumée, d'accord, légère. Et il y en avait du vin Cowarland, d'accord, et parfois un peu dans tout le village, selon le sens du vent. Donc la fabrique de blanc de craie qui va, pour le coup, employer beaucoup de personnes à Houle, d'accord, c'est le premier employeur du village en 1936, Jules Houssin, un peu plus de 20 employés. Autre chose, l'autre grosse entreprise de Houle, c'était la malterie. La malterie, en fait, c'est un achat de la fabrique de sucre par Henri Paquet en 1895. Et donc, il prend possession d'un très beau bâtiment. Alors, on a du mal un petit peu à imaginer cette malterie Paquet. La malterie Paquet, en 1912, 2 ans plus tard, va connaître un immense incendie. Un incendie qui va détruire l'ensemble des bâtiments. En fait, c'est un orage. La foudre tombe et elle va tomber sur la malterie. Malterie, forcément, il y a beaucoup de grains. Ça prend très vite feu, d'accord. Ce qui fait qu'on va avoir des dégâts qui vont s'élever entre 600 000 et 700 000 francs. On est en 1912, c'est une somme énorme. Il y a de la chance parce que les pertes sont entièrement couvertes par les assurances. Toujours est-il que de Saint-Omer, on voyait très bien encore à 5h30 s'élever la fumée des bâtiments incendiés. Donc, vous voyez l'immensité du feu qu'on voit depuis Saint-Omer. Et ensuite, du coup, notre brave Henri Paquet va construire une deuxième malterie. Là, il y en a quelques-uns qui font oui de la tête. Celle-là, on l'a forcément un peu plus connue. Même moi, je l'ai connue, entre guillemets. Je ne l'ai pas connue en fonction, mais elle était présente dans le paysage jusqu'en 1996, d'accord. Très grand bâtiment industriel. Alors, moi, je trouve ça beau. Là, par contre, il y a un vrai débat là-dessus. Mais voilà, un bâtiment qui a marqué le paysage du village pendant près d'un siècle, pendant tout le XXe siècle. Et donc, on le voit bien là, cette vue aérienne, elle est très jolie, justement parce qu'on voit ici, d'accord, la fabrique de petits blancs avec un peu de fumée. Et ici, donc, il y a la malterie. Ici, vous avez la ferme ancienne et donc la vieille grange du village. Donc là, on est dans le cœur du village. En fait, le cœur du village de Houle au XXe siècle, c'est un cœur ouvrier. D'accord. Attention, je ne dis pas que tout le monde fait partie de la population ouvrière. Il y a un habitant sur deux qui vit de l'agriculture. Mais il y a un quart de la population qui travaille dans le secteur secondaire. Et donc, l'usine Houssin est le plus gros employeur de la ville, 24 personnes. Il y a aussi des gens d'Éperlé, des gens de Cercle et des gens de Moule qui viennent travailler dans les usines du village. La dernière grosse entreprise de Houle, parce qu'en fait, il y en a plusieurs, vous voyez,
troisième grosse entreprise, la briqueterie. Alors là, la briqueterie, elle est pas très loin de la houle. La houle, hein, la richesse toujours du village. Hein. La houle, c'est vraiment la briqueterie, elle est à côté, la malterie, elle est à côté, la fabrique de viande de craie, elle est à côté, la ferme de moines de l'abbaye, elle est à côté. C'est la houle, hein, qui a fait la richesse du village du 18e, 19e siècle au 20e siècle. La briqueterie, il n'y a pas très longtemps, on a récupéré des photos des ouvriers. Parce que oui, quand même, cette population ouvrière de houle. Alors, vous voyez ici un petit peu, hein, on voit les briques. Là où je trouve que les photos sont très parlantes, c'est pour les conditions de travail de l'époque. Parce que vous voyez, hein, on est à pieds nus, d'accord? On porte clairement avec la force des bras, la force des poignets, et puis parfois, on est très jeune. Hein, les limitations au niveau du travail, 1890, 1900, 1910, on essaie de changer la loi pour éviter que les enfants de moins de 10 ans se retrouvent à travailler, d'accord, moins de 10 ans, on va arriver à 12 ans, d'accord, forcément, ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions qu'aujourd'hui. La briqueterie a une particularité pour Houle, c'est qu'elle emploie beaucoup d'ouvriers belges. Il y a beaucoup de Belges qui travaillent à la briqueterie. Et du coup, c'est un petit peu la réputation dans le village d'être un peu un quartier malfamé. D'accord? Parce qu'il y a souvent des tensions, il y a des bagarres, on retrouve beaucoup des bagarres d'ouvriers après un petit tour dans les cabarets de l'époque, parce qu'il y en avait quelques-uns dans le village. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans les récits de la presse. Donc voilà un petit peu pour cette histoire ouvrière qui est une vraie spécialité du village de c'est pas la toute fin, mais pas très loin, c'est les guerres mondiales. Alors là, les guerres mondiales à Houle, je ne vais pas tout traiter en l'espace de 10 minutes, hein, forcément. Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés par la thématique des guerres mondiales. Un jour, peut-être, je ferai une autre conférence rien que sur le sujet des guerres mondiales à Houle, parce qu'il y a beaucoup à dire. D'accord ? Il y a beaucoup à dire dans n'importe quelle commune, dans n'importe quel village. Je rappelle, je suis un historien local, d'accord, j'ai travaillé sur Tigre, j'ai travaillé sur Houle, je pense que ça vaut vraiment le coup de faire l'histoire de tous les villages du coin, parce que chaque village a son histoire. Quand j'ai commencé sur Tigre, on m'a dit oh, tu vas peut-être pas trouver grand-chose. Finalement, je m'en suis retrouvé avec 150 pages. Quand j'ai commencé Houle, on m'a dit à mon avis, il y en a moins qu'à Tigre. J'ai retrouvé exactement le même volume, mais j'aurais pu en faire beaucoup plus, d'accord. Il y a beaucoup de données. Les guerres mondiales, forcément, parce qu'il y a encore une mémoire vive, d'accord, avec des personnes qui ont connu cette période-là. Moi, je prends l'exemple de Monique de Gilbert, d'accord, qui est la sœur de mon grand-père, qui a 98 ans. Ah, elle a des souvenirs et clairement, elle est prête à les raconter. Il y en a pas mal comme ça dans le village. D'ailleurs, je remercie ici les quelques habitants que je suis allé voir, hein, parce qu'on m'a donné des informations, des récits. Et le but de cette conférence, comme de ce livre, c'est vraiment de transmettre. D'accord, la transmission de l'histoire, c'est important pour un village comme Houle qui se transforme, qui s'agrandit. Ça a grandi très vite au cours de la deuxième partie du XXe siècle. Donc voilà, l'idée là, c'est de poursuivre là-dessus. Donc les guerres mondiales, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne dirai pas tout aujourd'hui, mais je vais quand même aborder quelques petits points de ces conflits qui me semblent importants. La première chose, c'est tout simplement ce que chaque village, chaque commune a sur son territoire, c'est le monument aux morts, et c'est cette liste de noms. Moi, c'était important pour moi d'essayer de retrouver, de faire un peu le récit de chacun de ces personnages, d'accord, d'essayer de comprendre le parcours, de savoir où chaque personne était tout simplement décédée, parce que parfois, on peut même avoir des erreurs sur les monuments aux morts, ça arrive assez régulièrement. On voit qu'il y a des familles qui sont surreprésentées, parce que parfois, il y a des frères qui décèdent sur ce conflit. À Houle, il y a 34 combattants qui sont tués. C'est une très grosse proportion. D'accord, à Houle, il y a vraiment un taux de mortalité assez important. On a un village où il y a 500 habitants à cette époque-là, un petit peu moins de 500. Donc voilà, forcément dans le village, ça fait un fort pourcentage de combattants tués. Je vous montre trois visages parce que tout simplement, c'est les 3 photos que j'ai retrouvées de ces personnes-là. Ça m'intéressait d'en voir plus, mais c'est forcément 1914-1918, c'est plus compliqué de retrouver des photos. C'est Victor Fenet et Maurice Fenet, qui sont frères, d'accord, qui sont tous les deux morts au combat. Et c'est Henri Dubois. Alors Henri Dubois, moi, c'est le photo que j'avais chez moi pour le coup, parce que c'est quelqu'un qui est relié à mes ancêtres. Donc
voilà, des personnes qui sont décédées sur le conflit. Je ne vais pas faire le récit, forcément, c'est 34 personnes tuées au combat. Mais bon, le 11 novembre, notamment, sert à se remémorer un petit peu ces personnes, à penser à ces personnes. Ce qui est intéressant quand je fais un petit peu la liste des lieux de décès, c'est de retracer en fait la ligne de front. Parce qu'avec tous les décès qu'on retrouve à Hull, on peut retrouver tout doucement la ligne de front qui a existé pendant la Première Guerre mondiale, avec des batailles très connues, des gens qui meurent à Ypres en 1915, en 1917, la bataille d'Artois en 1915, la Somme en 1916, et donc à chaque fois on retrouve des Hullois qui décèdent pendant cette période-là. Le chemin des Dames en 1917, Verdun forcément en 1916, et donc en chacune de ces grandes batailles ultra-meurtrières de la Première Guerre mondiale, on retrouve des gens du village qui meurent. D'accord ? Ce n'est pas une surprise, on est capable de le faire dans d'autres villages, mais Hull est très représentatif pour ça. Il y en a d'autres qui s'en sortent un petit peu mieux. Il y en a certains en fait qui vont être faits prisonniers. Là aussi on a quelques photos, je prends l'exemple de Zénob Roussel ici au milieu, par exemple. Zénob, prénom qu'on donne un peu moins aujourd'hui, mais il faudra revenir à la mode un jour, qui sait. Autre exemple, c'est Jules Mesmack. Jules Mesmack qui est à Würzburg, en Allemagne, qui est ici, qui est fait prisonnier, grand copain d'Élie Gilbert. Élie Gilbert, que je mets ici en photo également. Pour le coup, moi, c'est mon arrière-grand-père, donc à la base, je suis rentré dans l'histoire de Hull via mon arrière-grand-père, qui lui a été blessé 3 fois, donc un petit peu de chance, et qui, à la fin de la guerre, va être envoyé en Algérie pour faire la formation des soldats. D'accord ? Donc, on considère un petit peu que c'est une plante, mais en même temps, il voyage, il est content, il a l'impression d'avoir un peu donné de son corps déjà pendant cette guerre, et donc il envoie cette photo qui est quand même assez spectaculaire. Et donc ces récits de guerre, il y a même un petit extrait audio qui existe encore où il discute avec justement Jules Mesmack de cette guerre, de cette Première Guerre mondiale. Voilà, c'est des personnages, il y a beaucoup de choses à dire sur chacun de ces personnages. Forcément, je ne peux pas m'attarder sur tout le monde, il y en a beaucoup d'informations dans le livre. Autre chose qu'on retrouve à Hull, ça c'est un peu plus étonnant, c'est 4 tombes étrangères, donc de troupes du Commonwealth. Donc des troupes britanniques, écossaises, canadiennes, d'accord ? Simplement parce qu'il y a une forte présence étrangère, en tout cas anglo-saxonne, sur notre territoire. On est à l'arrière du front. On vient à l'arrière du front se reposer, parfois être en soins, en tout cas avoir un temps qui est un petit peu plus du bon temps, parce qu'on va voir, il y a des petits récits justement de cette époque-là. Et donc on retrouve quand même 4 tombes étrangères. Donc j'ai essayé de retrouver aussi le parcours de ces gens-là. Il y a un parcours que je suis obligé de citer, il s'appelle de Robert John Waterross. Et pour le coup, il a été blessé en septembre 1915, mais c'est un professionnel qui est engagé pour 21 ans dans l'armée. Voilà, un gros contrat. Et il devient sergent-major en 1916. Et sauf que Robert Ross, quand il arrive à Hull, il a une mauvaise idée, c'est qu'il veut pêcher dans la Hull avec une grenade. Il lance sa grenade et puis il est un peu déçu parce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons qui sont morts autour de lui. Du coup, il reprend une grenade. Il veut la lancer à nouveau dans la Hull, sauf que la grenade, elle explose un petit peu plus tôt que prévu. Et il décède le 23 juin 1916 à Hull, à l'âge de 30 ans. Et c'est l'une des 4 tombes à Hull, d'accord, qu'on retrouve. C'est cette histoire-là, moi, que j'ai vu cette histoire. J'ai rarement vu une histoire aussi folle, d'accord, une mort clairement bête. Mais il y en a aussi, des morts accidentelles pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale. Il faut savoir qu'il y a eu des Anglais, il y a eu des Écossais, des Irlandais, quelques Canadiens, il y a même eu des Sud-Africains qui sont arrivés sur le territoire de Hull. Eux, ils aiment bien être à Hull, parce qu'ils peuvent aller se baigner dans la Hull, notamment, d'accord ? On a une personne qui est décédée de noyade, sur les 4 là, je me pose la question si ce n'est pas justement dans la Hull. Ce qui est bien aussi à cette époque-là, c'est qu'ils vont profiter d'être sur place pour avoir d'autres activités, ils vont même faire du théâtre à Hull. On a un récit comme ça des soldats anglais qui racontent leurs pièces de théâtre à Hull pendant la Première Guerre mondiale. Pour l'Église, c'est un changement parce qu'il va y avoir beaucoup de messes en anglais à cette époque-là. Il va y avoir des aumôniers anglais et notamment irlandais en 1916, voire même à nouveau un vicaire en anglais. Donc voilà, un vrai changement pour les habitants parce que de temps en temps, il y a des messes en anglais sur le territoire.
Paul Lafosse-Cade, lui, il est très content avec sa distillerie et sa brasserie. Qu'est-ce qu'il dit? Avec les soldats anglais qui furent cantonnés pour près de 4 années dans notre commune, les chaudières n'avaient pas le loisir de refroidir, car on brassait tout le temps et la clientèle n'était pas difficile. C'est toujours pas difficile les Anglais quand on parle de bière. Juste pour vous montrer, hein, il y a parfois aussi des gens qui sont satisfaits pour certains aspects. Bien sûr, attention, Paul Lafosse-Cade n'est pas forcément content de ce conflit non plus. Deuxième guerre mondiale, je terminerai avec ça. Alors la Deuxième Guerre mondiale, à Hull, il y a un vrai souvenir qui est marquant pour la population, hein, c'est les soldats du Vinc, d'accord. C'est 11 personnes qui, donc notamment Georges Lebrun, etc. C'est des gens du 110e, donc c'est des locaux, je n'ai pas ce qu'on veut dire, c'est des régionaux, d'accord. C'est des gens de chez nous, de Calais, de Bully, de Roubaix, etc., de Divion, qui sont faits prisonniers par les troupes allemandes. Alors, le récit, il change un petit peu selon les personnes, mais il est quand même bien établi. On prend conscience de la guerre à Hull, la Seconde Guerre mondiale, dès le 10 mai, hein, parce que les Allemands entrent en Belgique. Il y a des réfugiés belges qui arrivent le lendemain, le surlendemain à Hull. Pour le coup, la famille Gilbert, elle va avoir un docteur qui arrive le dimanche et la femme accouche dans la grange dans la nuit du dimanche au lundi. Il y a des réfugiés français qui vont arriver aussi assez rapidement. Et le 22 mai, les Anglais, qu'est-ce qu'ils disent? Ils repassent et ils disent, dans 24 heures, ils sont là, ils nous suivent à la trace. C'est le récit de Monique. Et Saint-Omer va tomber le 23 mai. Et le lendemain, du coup, les troupes françaises, anglaises tentent de se replier sur Dunkerque. Ça va être l'opération Dynamo. Le 21e bataillon du 110e régiment, lui, va essayer de tenir la rive droite de l'Aa. L'objectif, c'est de ralentir en fait l'arrivée des Allemands pour protéger le repli des troupes anglaises. Et la section qui est commandée par le lieutenant Lebrun, elle est au sud de Watt. Elle est sous le feu des soldats allemands qui, eux, sont positionnés à Sercq. Et ils vont finir par être encerclés. Ils sont emmenés par 3 SS à la briqueterie de Monsieur Antoine, comme on disait à l'époque, Monsieur Antoine. Et ils vont être fusillés le lendemain, le 26 mai. Alors là, la question c'est pourquoi? Finalement, pourquoi on a fusillé ces gens qui n'étaient pas armés? Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'ils avaient essayé de s'enfuir? Est-ce qu'on considérait que c'était trop étendu? Autre possibilité, c'est est-ce que les 3 soldats SS étaient ivres, tout simplement? Et a priori, dans le récit qu'on retrouve dans le village, on retient ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué la population. Ils sont d'abord enterrés provisoirement en 1942, et en 1946, on va avoir un nouvel enterrement qui va être organisé. Et tout le monde m'a dit, hein, il y avait tout le village qui était là. Et on entendait les mouches voler. D'accord? Ça a vraiment marqué le village, cet épisode des soldats du Vinc. Autre chose, c'est les 4 Houlois qui décèdent pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'exemple de Clément Pau qui, lui, est marinier et qui va mourir pendant l'opération Dynamo. Et il meurt sur un torpilleur, la Bourrasque, qui est coulé le 30 mai 1940. C'est André Castier qui est mort le 6 novembre 1944. Lui, il avait été fait prisonnier, il s'était évadé une première fois, il a été repris, il a tenté de s'évader une deuxième fois, et il est tué le 6 novembre 1944 en Allemagne. C'est Léon Hauquette qui lui-même avait été fait prisonnier, il a été libéré, et puis il va repartir pour s'engager pour les forces françaises de l'intérieur, et il va être tué à Liévin le 1er septembre 1944. Et pareil, la dernière histoire qui a aussi beaucoup marqué la population, hein, c'est Jean Évrard, parce que c'est tout simplement un enfant de 10 ans. Il y a eu un groupe d'enfants, pour le coup, parce qu'ils étaient plusieurs, hein, à jouer avec des grenades qui étaient laissées là par les Allemands, et qui est décédé à l'entrée du cimetière. Donc ça a vraiment marqué la population. Il est officiellement mort pour la France, d'accord? Ça a été une décision qui a été prise en 1956. Donc voilà, ça forcément, ça a fortement marqué la population. D'autres, justement, sont revenus. On a eu des récits. Je prends l'exemple de Gabriel Deséguières, qui est ici, qui a été enfermé au Stalag 9. Il y a eu beaucoup de prisonniers, hein, forcément, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, une histoire un petit peu plus optimiste, un peu plus joyeuse, c'est le Roland Loriot, qui, quand il est en Allemagne, va rencontrer une autre déportée qui vient de Crimée, Anna Kwiatkowski. Et ensemble, quelques années plus tard, ils vont fonder le restaurant Le Franco-Russe à Hull. Donc voilà, une histoire joyeuse qui finalement ressort des camps de prisonniers. Pour conclure, pour terminer cette conférence,
Je respecte le temps, j'avais dit de parler à peu près 1 heure pour ne pas vous assommer un petit peu plus d'1 heure. Le village, de manière générale, a une longue histoire, vous le voyez. Encore, je n'ai pas tout dit du tout aujourd'hui, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Il faut savoir que le village a beaucoup changé ces dernières décennies. Donc, quand on voit notamment au niveau de la population qui est entre 400 et 600 habitants pendant plus de 2 siècles, et qui depuis 1975 a augmenté, on est passé des 1000 habitants. Et les anciens du village me disent parfois on ne reconnaît plus le village, parce qu'il y a eu tellement de constructions au vin qui sur la base de Boulogne, forcément, le quartier qui est juste devant moi. Donc l'idée de ce livre, c'est vraiment de transmettre aussi cette histoire aux nouveaux arrivants, ceux qui n'ont pas toujours les histoires qui ont été racontées dans les familles, ou quand la transmission aussi dans les familles n'a pas été faite, parce que ça arrive parfois. L'histoire du XXe siècle elle est quand même un peu plus joyeuse, d'accord. Si je prends le Houle de nos jours, forcément je pense à toutes les associations, je pense à l'école. Franchement, je suis développé, il y aurait plein de choses à dire sur l'école. Je pense aux archers, parce que les archers c'est quand même un peu une spécialité locale. À Éperlec, très important, à Ouat, à Houle, à Cerques, etc., à Moule. Je pense au club de foot, parce que moi à la base, Houle, moi je jouais à l'Essor il y a pas mal d'années dans ma jeunesse. Tout de suite, on est sur une histoire qui est un peu plus légère, forcément, mais qui mérite quand même d'être transmise aussi, parce que c'est l'engagement associatif qui est important. D'accord, on parle en ce moment un petit peu des difficultés de l'engagement associatif. Si on recule un peu la retraite, il y aura peut-être moins de bénévolat. Ici, je sais qu'il y a une pièce où il y a beaucoup de bénévoles dans plein d'associations. Donc ça permet aussi de transmettre un petit peu cette histoire du bénévolat. Et pour terminer, l'histoire, c'est aussi une histoire politique. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment à l'époque où Paul Meuret était maire, et des petites tensions qui existaient au conseil municipal à ce moment-là. Je pense notamment à Paul Dorier, et à des grands articles dans la presse que je ne peux pas citer ici, mais qui sont assez exceptionnels. Louis Fontaine, Louis Sègre. Bon, je vois un ancien maire dans le village, donc dans la salle, donc je repense en 1995 avec Sieur Bénard. Donc voilà, l'histoire, elle continue de s'écrire, d'accord. Elle s'écrit au XXe siècle, elle s'écrit encore au XXIe siècle. Ça m'a porté dans le livre, c'est aussi de parler de nos jours. Qu'est-ce qui se passe? De l'équipe du conseil municipal d'aujourd'hui, de ce que vous faites aujourd'hui, parce que peut-être que dans 50 ans, dans 100 ans, les gens se diront, mais comment les gens ont finalement vivé ce moment-là? Ce serait très intéressant de faire un petit récit sur notre confinement, sur le Covid, parce que ça, dans 100 ans, les gens vont se dire, mais ça devait être complètement fou. Ça l'était sans doute un petit peu, d'accord. Donc voilà, c'est juste pour vous présenter tout ça. C'est pas complet forcément, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais laisser la parole maintenant pour si certains ont des questions. Merci de votre attention.